De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Kofi Zougbédé, statisticien et économiste, Jean-Paul Auro qui est journaliste et notre éditorialiste Djemal Taleb. Place tout de suite à notre dossier du jour. La Côte d'Ivoire ambitionne de développer son secteur des mines et énergies pour assurer la croissance de son économie. Réaliser cette vision implique de disposer des ingénieurs nationaux bien formés et compétitifs. À côté de l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, des écoles d'ingénieurs se créent, comme nous le montre ce reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. L'agriculture a fait le succès de la Côte d'Ivoire depuis l'indépendance en 1960. Le pays est le premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou. Le secteur agricole représente près de 30% du produit intérieur brut du pays, contre 5% seulement pour les mines. Le gouvernement ambitionne de développer le secteur des mines et du pétrole pour prendre le relais de la croissance économique. Le sous-sol ivoirien renferme plus de 2740 milliards de tonnes de minerais de fer, 298 millions de tonnes de nickel et 1214 milliards de tonnes de bauxite. Plus de 2/3 du territoire recèle des traces aurifères. Près de Yamoussoukro, la capitale située au centre de la Côte d'Ivoire, dans le village de Yaouré, a été découvert l'un des plus grands gisements d'or du pays. En matière d'hydrocarbures, 53 000 barils de pétrole et 250 millions de pieds cubes de gaz sont produits par jour. L'exploitation à grande échelle des ressources minières du pays nécessite des ressources humaines de qualité en nombre suffisant. C'est pourquoi les établissements d'enseignement supérieur initient des filières de formation d'ingénieurs en mines et pétrole à côté de l'Institut national polytechnique au Fouet-de-Boigny de Yamoussoukro. Quelle est la qualité de l'enseignement dispensé? Quels sont les débouchés pour les ingénieurs? Les formations sont-elles en adéquation avec le marché du travail? Pour les responsables d'écoles d'ingénieurs, il est impératif de proposer aux étudiants un enseignement de qualité à même de leur assurer un emploi à la fin de leur formation. La formation doit nécessairement s'accoupler à l'entreprise pour favoriser un meilleur apprentissage. Nous voulons faire en sorte que l'enseignement soit égal à ce que les partenaires attendent, c'est-à-dire les entreprises, mais aussi les apprenants. Favoriser donc un couple école-entreprise pour envisager une meilleure employabilité de nos étudiants. À l'ESSEP, École supérieure d'énergétique et de pétrole, la formation d'ingénieurs dure 5 ans après le baccalauréat. L'accent est mis sur la formation pratique des futurs ingénieurs grâce à des partenariats avec les entreprises. Objectif, former des ingénieurs à fort potentiel scientifique et technologique pour les secteurs du pétrole, des mines et de l'électricité, disposant de compétences managériales pour répondre efficacement aux besoins des entreprises. L'ESSEP a pour vocation d'être un pôle de compétences et d'expertise technologique en favorisant le développement et la mise en œuvre de formations qualifiantes adaptées aux besoins des entreprises. Tous nos élèves, 98% de ceux que nous avons formés, travaillent. Soit ici, en Côte d'Ivoire, dans plusieurs entreprises, Tongon, la CIR, Vivo Énergie. On a des vacations chez eux, on envoie nos élèves pendant les vacances, ils nous offrent des stages, ils nous donnent des travaux encadrés. Parce que la formation ici, on peut dire qu'il y a une formation scientifique, peut-être 25 à 30%. Puis la formation professionnelle, on peut 50%. Puis les visites, les stages, etc. font 25%. Pour assurer la formation des ingénieurs, l'établissement recrute en priorité des enseignants justifiant d'une longue carrière professionnelle, souvent à des postes de responsabilité dans les entreprises ou administration du secteur des mines et de l'énergie. La pédagogie utilisée par ces experts permet de mieux préparer les futurs ingénieurs à leur immersion en entreprise avant même la fin de leurs études. Pendant les vacances, on capte les étudiants, on leur dit de rester et on les forme en fonction des besoins de l'entreprise. Ça, c'est une formation que nous faisons pour ne pas que les étudiants, une fois en entreprise, se trouvent dans un état de non-connaissance des pratiques de l'entreprise. Le bureau et le terrain. Le terrain et le bureau. Et c'est un peu ce que nous essayons
d'inculquer à nos apprenants. L'ingénieur doit comprendre les enseignements scientifiques, théoriques que nous leur donnons. Ils doivent les comprendre. Il ne s'agit pas de les apprendre par cœur. Ce sont des outils qu'ils doivent utiliser demain pour essayer de tirer de la nature ce qu'ils veulent tirer de cette nature-là. Géochimie, géologie, électrotechnique, informatique et gestion de projet, les cours dispensés à des effectifs réduits préparent les étudiants aux différents métiers des industries minières, pétrolières ou électriques. Les étudiants sont conscients des contraintes des choix de leur filière. Ils savent ce qu'ils veulent et les perspectives d'insertion professionnelle sont bonnes. Les mines ont beaucoup d'effets plutôt néfastes sur l'environnement. J'aime ce domaine, mais j'aime aussi l'environnement, donc j'ai préféré être dans l'environnement et dans la mine. Comme tout le monde, quand on cherche du travail, quand on finit les études, on est un peu inquiet d'arriver sur le marché de l'emploi. Mais personnellement, je me dis que non, avec la formation que je reçois, l'école où je suis, avec le contact que l'école a réussi à avoir avec les entreprises, ça sera plutôt facile par la grâce de Dieu. Et on a la chance d'avoir des professeurs qui sont professionnels, qui sont déjà dans le milieu de l'emploi et qui viennent nous enseigner. Donc ça fait qu'on est déjà confronté à certaines réalités qui sont en entreprise. Donc oui, je sais qu'au sortir d'ici, j'aurai un travail rapidement et comme vous avez parlé de salaire, oui, avec un bon salaire. Les responsables de l'ESSEP planifient le développement des filières pour toujours coller aux mutations du marché du travail. L'emploi des futurs ingénieurs est une préoccupation permanente. Les perspectives de croissance du secteur des mines et de l'énergie font craindre un éventuel déficit en ressources humaines locales. Nous avons des promotions qui terminent entre 10 et 15. Donc notre école n'engorge pas le marché. Au contraire, nous faisons en sorte que nos promotions soient les plus serrées possibles pour qu'il n'y ait pas d'engorgement au niveau du marché et aussi pour qu'ils soient le mieux encadrés pour répondre aux attentes des entreprises. Au niveau des étudiants, nous les encourageons à croire que tout est possible pour ceux qui se donnent à fond, qui travaillent. Et le groupe École d'Abidjan, à travers ses différentes composantes, est un acteur qui veut donc se positionner pour faire en sorte d'accompagner les apprenants en leur donnant les meilleurs outils en termes d'apprentissage, en termes d'acquisition de savoir, pour qu'ils puissent répondre à une meilleure employabilité des entreprises. L'avenir est prometteur pour les ingénieurs à l'image du secteur des mines et énergie en Côte d'Ivoire. 40 des 60 blocs du bassin sédimentaire offshore ont été attribués pour exploration et production. Objectif, produire 200 000 barils de pétrole par jour en 2020. Les réserves sont estimées à 339 millions de barils de pétrole brut et 1240 milliards de pieds cubes de gaz naturel. La mine d'or de Tongon dans le nord du pays a produit 7 tonnes d'or en 2016 et sa réserve est estimée à 98 tonnes. Développer les gisements de minerais et d'hydrocarbures nécessite du personnel en nombre important dans les mines ou sur les plateformes pétrolières. Les écoles d'ingénieurs en Côte d'Ivoire se positionnent comme des pourvoyeuses de techniciens hautement formés à même de permettre au pays de transformer son potentiel énergétique et minier en moteur de croissance économique dans les années à venir. Monsieur Euro, je me tourne vers vous. On voit l'Afrique manque d'ingénieurs et c'est un frein à la croissance, mais le développement des écoles publiques et privées, on le sent, commence à changer la donne. Est-ce que vous estimez que ce changement est palpable sur le terrain ? Oui, sur le terrain, comme le sujet l'a présenté, des choses changent dans le sens de former des techniciens, je dirais des ouvriers spécialisés dans la question des mines et de l'énergie. C'est bien intéressant, c'est vrai, l'Afrique a besoin de... C'est important pour l'électrification de l'Afrique. Il faudrait que les Africains même prennent l'électrification en main, que ce soit un Jean-Louis Borloo qui pense à l'électrification à 100% à notre place. C'est déjà pas mal. Mais quand je regarde un tel sujet, j'ai aussi mal aussi au cœur de voir ça. 5%, les mines et l'énergie, c'est 5% du PIB en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, l'agriculture, c'est un peu plus de 30%. Qu'est-ce qu'on a fait pour l'agriculture? Où on a formé nos ingénieurs agronomes? Où sont-ils? Où est la mécanisation de notre pays? Depuis plus de 50 ans, nos agriculteurs sont encore à la daba, à la machette. Et puis on se précipite. Je ne dis pas, je ne suis pas contre ça. J'applaudis dès demain qu'on forme des ingénieurs en mine, en pétrole, en tout ce qu'il faut.
Mais ce qui fait la base de notre économie, ce qui fait la fierté de notre économie. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vient d'être premier producteur d'anacarde. Mais on vend encore l'anacarde à l'état brut. On n'est pas capable de former des ingénieurs pour moins bien conditionner ça pour le mettre sur le marché pour qu'on ait encore beaucoup plus d'argent. On ne peut pas former des ingénieurs pour transformer encore le cacao, pour transformer le café. Il faudrait qu'on sorte de cette politique. Moi, je pense que les États africains ont cette sorte je comprends pas, de myopie qui les empêche de voir l'essentiel dans leur réalité. Je pense que l'État africain, surtout la Côte d'Ivoire, comme on en parle aujourd'hui, fasse un effort d'investissement public dans le domaine agricole. L'essentiel des pourvoyeurs, des travailleurs de Côte d'Ivoire sont des agriculteurs. Il y a la jeunesse qui est prête pour ça. Il y a de la place, il y a de la forêt. Il ne faudrait pas qu'on prenne parce qu'aujourd'hui, on trouve des mines, on a trouvé un gisement de fer quelque part. On détruit des terres qui sont des terres agricoles, qui sont des terres arables. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est vrai, formons des ingénieurs en mines, en ceci, en cela. Mais pensons, depuis 50 ans, il y a un secteur qui tient la Côte d'Ivoire, c'est le secteur agricole, qui pour l'instant est délaissé par les investissements publics. Djemal, Monsieur Oro a soulevé un point important, peut-être l'adéquation entre finalement la formation et les réalités du terrain. Est-ce que vous pensez que ces écoles ont un gage finalement de qualité et de réussite? Je souscris absolument à ce qu'a dit ce monsieur et je l'approuve totalement. Un de mes amis me faisait remarquer hier qu'il possède un autre ami qui vient d'Afrique pour soigner son enfant. Et il me dit 60 ans après, c'est quand même curieux qu'on ne soit pas capable de soigner nos enfants, donc vos enfants, me dit-il, chez vous. Ce qu'il dit là est absolument valable pour tout le reste. Tijani Cham, qui est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect, on lui pose la question, il dit, si vous voulez que ça marche, il y a une réponse. 3, dit-il, l'école, l'école, l'école. Je souscris absolument à cet avis, mais enfin, je souscris généralement à tout ce que dit Tijani Cham. Je pense, moi, que l'école est le socle de l'avenir d'une société. Prenez un pays comme le Japon. Le pari numéro 1, c'est l'intelligence. Prenez l'Occident, monsieur, on sait très bien. Le pari numéro 1, c'est l'intelligence. Vous savez, l'intelligence, ça ne veut pas dire qu'un Africain a moins d'intelligence qu'un autre. Ça veut dire que l'école fonctionne bien. Si nous faisons chez nous des écoles qui fonctionnent bien, il n'y a pas de raison que nous ne fonctionnons pas comme nos écoles. Nous avons besoin d'écoles d'ingénieurs. Mais enfin, nous avons aussi besoin du primaire, du secondaire, et tout ça, nous n'avons pas fait. Je reviens donc aux écoles. Nous avons de vrais besoins d'écoles d'ingénieurs, c'est évident. Elles sont rares quand il y en a. Il y a un progrès, on ne peut pas dire qu'il y a le contraire. Il y a évidemment un progrès. Mais il est tellement balbutiant qu'il est difficile d'imaginer que ce soit à la hauteur des ambitions. La Côte d'Ivoire, vous l'avez dit, le Ghana, il y a quelques pays qui font de quel progrès. Mais nous n'avons pas cette notion de généralisation des écoles et de la création d'un pôle d'excellence qui tire le reste vers le haut. Nous ne le faisons pas. Et puis, nous avons un problème beaucoup plus grave. Et ce monsieur a commencé par l'égrener. Si j'étais ivoirien, mon premier souci, c'est que mon pays soit expert dans le domaine de l'agriculture, que les meilleures écoles au monde dans le domaine de l'agriculture, ce soit chez moi, que la première expertise en matière de recherche scientifique sur le cacao, ce soit chez moi. Et c'est valable pour tous les autres pays dans tous les secteurs. Je parle du mien, moi je suis mauritanien. Mon pays a possédé la première école d'ingénieurs sérieuse dans le domaine des mines, alors que nous ne sommes pas les seuls. Mais enfin, nous avons un potentiel minier très important. En 2009-2010 sous le président actuel. C'est-à-dire que pendant 60 ans, nous n'avons jamais pensé qu'un jour, il va falloir qu'on forme nous-mêmes nos ingénieurs et nos écoles. Et ce phénomène-là est évidemment valable sur tout le continent africain. Donc naturellement, que tant que nous n'aurons pas compris que le système éducatif est la base de tout le développement et que nous cessions définitivement de former les autres pour les autres, et nous avons à côté de nous là un spécimen extraordinaire de la formation des ingénieurs qui sont partis ailleurs. Monsieur Zoukbédé, vous avez, vous, étudié en Côte d'Ivoire au sein d'une école. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours, le choix, pourquoi le choix de cette école? Déjà, ça fait vraiment plaisir de regarder un reportage pareil parce que c'était urgent en Afrique de nous lancer vraiment dans les formations techniques, notamment la formation de techniciens et d'ingénieurs. En 2010, l'UNESCO, dans un rapport, disait que les besoins pour le continent en termes d'ingénieurs devaient s'évaluer autour de 2,5 millions d'ingénieurs à l'époque et qu'en Afrique, on avait à peu près un ingénieur pour 10 000 habitants, alors qu'au Canada, c'était de 55 pour 10 000 habitants et qu'en France, c'est de 36 pour 10 000 habitants. Donc c'est clair que le gap est vraiment
vraiment important. Maintenant, les challenges sont un peu partout, pas seulement dans les mines. Bon, aujourd'hui, le focus est fait sur les mines parce qu'il y a eu un boom, en quelque sorte, la découverte de gisements pétroliers. Et en vue de l'émergence en 2020, donc le gouvernement ivoirien essaie de miser un peu sur tous les secteurs, notamment l'épineux sujet de la diversification de l'économie, qui est devenu un sujet vraiment important au niveau de tous les pays, parce qu'on ne peut plus seulement se reposer sur l'agriculture dans certains pays ou sur les ressources pétrolières dans les autres pays, mais il y a l'agriculture, les ressources minières et également les télécoms, les services. Donc le besoin, il est énorme. Maintenant, pour revenir à la Côte d'Ivoire, par exemple, c'est un pays où l'agriculture contribue à 43,5% au niveau de l'emploi. Donc c'est vraiment le secteur numéro 1 qui mérite vraiment d'être... Pourtant, vous êtes économiste et statisticien. Oui, pourquoi vous avez fait ce choix aujourd'hui? La statistique par amour. En termes de parcours scolaire, la statistique par amour, parce que c'est un domaine qui m'intéressait beaucoup, notamment les chiffres, les politiques publiques, l'économie, ainsi que le recensement, les données importantes. Je pense que c'est un domaine important et qui a beaucoup fait défaut dans nos pays. Aujourd'hui, nous avons encore beaucoup de problèmes au niveau des systèmes de statistiques dans nos pays. Vous ne travaillez pas, vous, en Côte d'Ivoire. Pourquoi ce choix? Avoir étudié sur place et finalement travailler sur le terrain, mais terrain occidental plutôt. Je crois que j'ai étudié donc à l'INSEA d'Abidjan, qui est la référence en matière de formation statistique en Afrique francophone au sud du Sahara, et qui a récemment reçu le label d'excellence de l'UEMOA, qui garantit en fait la qualité de la formation là-bas. Vous n'avez pas trouvé votre travail sur place? Est-ce que, on en parlait tout de suite, l'adéquation offre d'emploi, la fuite des cerveaux, en voilà la preuve. Laissez-moi y venir. Je crois que en tant qu'ingénieur, nous recevons une palette variée au niveau de la formation qui nous permet d'exercer dans beaucoup de domaines. Et quelque part, je peux dire que nous sommes un peu victimes de notre succès, parce que au départ, c'était dirigé vers les instituts statistiques et les administrations publiques dans nos pays. Mais en même temps, avec la capacité des ingénieurs, le secteur privé également est venu, les organisations internationales sont venues. Et quand vous êtes jeune diplômé, que vous avez une palette de choix, c'est évident que vous choisissez... Ça a été un choix stratégique d'aller travailler pour l'OCDE? Effectivement, c'est un choix stratégique parce que le challenge était très intéressant, les conditions de travail étaient intéressantes, ce qu'on ne trouve pas toujours sur le continent et qui font que beaucoup de jeunes Africains vont à l'étranger. Après, ce n'est pas forcément des générations perdues parce que de plus en plus des jeunes Africains qui se sont dirigés vers l'étranger reviennent sur le continent. Donc c'est une bonne chose. Vous allez faire ce choix, vous, éventuellement? Si l'opportunité se présente, et bien évidemment. Il peut créer l'opportunité aussi, il n'y a pas de souci. On va procéder maintenant au rappel des titres qui ont été développés en début d'émission, avec d'abord la crise burundaise où le médiateur Benjamin Nkapa a annoncé dimanche son intention de s'en remettre à la communauté des États d'Afrique de l'Est pour sortir de l'impasse. L'annonce de l'ancien président tanzanien survient à l'issue de 4 jours de consultations stériles entre les parties à la crise burundaise. Et puis Daniel Onaondo vient de rebondir à la présidence de la Commission de l'Union monétaire sous-régionale. Celui qui a dirigé le gouvernement gabonais du premier mandat d'Ali Bongo accède à ce poste pour les 5 prochaines années. Il devra notamment parvenir au renforcement de l'intégration sous-régionale. Nous allons à présent marquer une courte pause, ne bougez pas. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.